Dans l'épisode précédent, on a essayé de répondre à une question apparemment simple. Comment décrit-on une personnalité ? On a voyagé en canoë sur l'océan pour visiter l'île du Big Five, où justement 5 grandes dimensions servent à justement décrire les personnalités. L'ouverture à l'expérience, la conscienciosité, l'extraversion, l'agréabilité et le neuroticisme. Un modèle qui ne sort pas de l'imagination d'un psychologue qui se serait réveillé un matin en disant « Tiens, si je pouvais classer les personnalités humaines comme des cartes de Panini ». Non, le Big Five vient en grande partie d'une approche lexicale et d'études statistiques menées sur près de 50 ans. L'idée est même assez élégante. Si une caractéristique humaine est suffisamment importante dans nos relations avec les autres, on aura probablement fini par inventer un mot pour la décrire. Sympathique, anxieux, curieux, bordélique, sociable ou connard. Même si curieusement, celui-là ne semble pas encore être dans les dimensions officielles de la personnalité, alors que franchement, ils sont parmi nous. On prend donc énormément de mots décrivant les individus, on demande à énormément d'individus de s'évaluer, on fait énormément de statistiques, et c'est comme ça qu'on arrive à regrouper les traits qui ont tendance à voyager ensemble. C'est ainsi qu'on obtient et qu'on voit émerger les 5 domaines du Big Five et ses 15 ou 30 facettes complémentaires en fonction du questionnaire utilisé. Sauf que, aussi bien intentionnée fut la batterie de scientifiques à s'être penchée sur le problème pendant 5 décennies, certains d'entre eux sont arrivés au début des années 2000 avec un modèle non pas à 5 facteurs, mais 6. Alors, erreur de statistique ? Ou pas ? Je vous propose de plonger dans la 6e dimension et de découvrir Exaco, tout de suite, après le générique. Fort des travaux du Big Five, à partir des années 90 et 2000, des chercheurs remarquent quelque chose d'intéressant. Le modèle à 5 dimensions repose sur des quantités phénoménales de statistiques qui ont toutes comme origine des recherches sur le champ lexical de l'anglais, langue maternelle d'uniquement 5% de la population. Il se lance alors dans plusieurs études lexicales, menées cette fois dans différentes langues, néerlandais, français, allemand, hongrois, italien, coréen, polonais, tchèque, auxquels s'ajouteront par la suite l'anglais, pour réinjecter les travaux originaux, l'espagnol, l'hébreu, le chinois, le grec, le croate, le turc et le tagalog. Ces études commencent à faire apparaître une structure légèrement différente de celle du Big Five. Les psychologues canadiens, Michael Ashton et Ki-Beam Lee, vont notamment travailler sur des résultats qu'ils vont développer à partir de 2000 en un inventaire destiné à mesurer les 6 dimensions qui ressortent de ces études. En 2004, apparaît une version structurée autour de 6 grands domaines avec chacun 4 facettes. Le questionnaire évolue pour devenir le Exaco, PIR, toujours utilisé de nos jours, avec notamment une 25e facette décorrélée des 6 domaines, mais on va en reparler. Et Exaco, c'est pas le nom du Pokémon préféré des 2 chercheurs, c'est bien évidemment un acronyme. H pour honnêteté, humilité, E pour émotivité, X pour extraversion. Alors, ils ont triché en prenant la seconde lettre, mais c'est sûr que Exaco sonne mieux que EHECO. A pour agréabilité, C pour conscienciosité, et enfin le O pour ouverture à l'expérience. Et si je remets l'acronyme Océan du Big Five juste à côté, vous allez me dire, ils ne se sont pas trop foulés. Le H, c'est leur nouvelle dimension. Le E, c'est carrément le N de Océan. Souvenez-vous d'ailleurs, je vous avais dit que le neuroticisme mesurait la composante émotionnelle, on l'appelle même émotivité négative dans les questionnaires modernes, avec donc un E. Le X, c'est le E de Océan, avec l'extraversion. On a juste pris la deuxième lettre comme on l'a vu pour cette dimension. Et alors le A, le C, le O, là il se cache même pas, c'est la même chose. À première vue,
On pourrait être tenté de se dire qu'Hexaco, c'est Big Five avec une dimension en plus. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se revoit la semaine prochaine. Non, je déconne. Évidemment, non. Parce que, ce serait faux, mais surtout, au minimum, ça serait très incomplet. Les recherches ayant conduit à Hexaco ne se contentent pas d'ajouter la dimension honnêteté-humilité aux 5 dimensions existantes. Elles redistribuent aussi une partie du contenu des dimensions existantes du Big Five à travers les facettes, et notamment entre l'agréabilité et l'émotivité. Et on va donc regarder ça en détail. H, honnêteté, humilité, c'est évidemment la grande nouveauté. Elle mesure notamment notre tendance à être sincère et équitable avec les autres, à ne pas les manipuler pour obtenir quelque chose, notre rapport au statut social et aux richesses, et le sentiment d'être, ou non, particulièrement important. Elle possède 4 facettes. La sincérité, l'équité, l'évitement de la cupidité et la modestie. Un score élevé ne signifie donc pas je suis quelqu'un de gentil, et un score faible, je mange des petits chatons au déjeuner. La question est davantage que suis-je prêt à faire pour obtenir ce que je veux lorsque je pourrais profiter des autres sans forcément en subir les conséquences. Manipulation, tricherie, privilèges, statut, argent, sentiment d'être supérieur et autres. Et cette dimension est particulièrement intéressante parce qu'elle permet de saisir certains comportements liés, entre autres, à la manipulation, au matérialisme, à l'exploitation d'autrui ou à certains traits de la fameuse triade noire. En gros, on peut la voir comme ça. Le Big Five demande assez bien comment vous fonctionnez. Hexaco ajoute une question assez inconfortable à ça et qui est « Et quand personne ne regarde, est-ce que vous fonctionnez toujours pareil ?» Le E, pour émotivité, alors attention, parce que quand on vient du Big Five, on pourrait être tenté de traduire émotivité égale neuroticisme. Et c'est pas exactement ça. Comme je vous l'ai dit, les facettes sont différentes. Les 4 facettes dans Hexaco sont la peur, l'anxiété, la dépendance et la sentimentalité. On retrouve donc bien l'anxiété du neuroticisme, du Big Five, mais Hexaco inclut également ici quelque chose d'important. La peur et l'attachement émotionnel aux autres. C'est le besoin de soutien, la sensibilité aux liens affectifs, la sentimentalité, et inversement, quelque chose a disparu par rapport au neuroticisme du Big Five classique, la dépression et la colère, qui était la volatilité émotionnelle. La première a purement et simplement disparu du modèle lui-même d'Hexaco, mais pas la seconde. On va la retrouver un petit peu plus tard dans l'agréabilité sous la forme de la facette de la patience. X, ou extraversion, ici, terrain plutôt familier. Les facettes dans Hexaco sont estime de soi sociale, audace sociale, socialité et vivacité. À quel point suis-je à l'aise socialement? Est-ce que j'aime les interactions? Est-ce que je me sens capable de prendre la parole devant un groupe? Est-ce que les contacts sociaux m'apportent de l'énergie? Et donc, une définition assez proche de l'extraversion du Big Five. Et non, dans le modèle Hexaco, être introverti ne signifie toujours pas détester les gens. Ça signifie simplement qu'après 3 heures passées avec eux, certains d'entre nous commencent à regarder les issues de secours. Notez que d'autres ont déjà repéré les sorties de secours dès leur entrée, mais ceci est une autre histoire. A, agréabilité, et là, de nouveau, attention aux faux amis, parce que l'agréabilité Hexaco n'est pas exactement l'agréabilité du Big Five. Ces facettes sont le pardon, la douceur, la flexibilité et la patience. Autrement dit, que faites-vous quand quelqu'un vous emmerde? Est-ce que vous pardonnez facilement? Est-ce que vous jugez sévèrement les erreurs des autres? Est-ce que vous êtes capable de faire des compromis? Et surtout, est-ce que vous avez envie de l'étrangler? L'irritabilité, généralement associée au neuroticisme dans le Big Five, se retrouve donc ici de l'autre côté du spectre de l'agréabilité. On commence donc à comprendre que Hexaco n'a pas simplement bâti une 6e pièce
à côté des 5 autres, il a aussi déplacé des meubles. C, la conscienciosité. Ici encore, forte proximité avec le Big Five. Les 4 facettes sont organisation, diligence, perfectionnisme et prudence. Est-ce que je structure ce que je fais? Est-ce que je travaille jusqu'au bout? Est-ce que je vérifie mon travail? Est-ce que je réfléchis avant d'agir? Ou est-ce que mon système d'organisation consiste plutôt à poser les factures sur la table et les empiler jusqu'à ce que la couleur indique qu'il est vraiment temps de s'en occuper? Et enfin, O, ouverture à l'expérience. C'est la dernière dimension, et là encore, on retrouve quelque chose de très proche de l'ouverture du Big Five. Appréciation esthétique, curiosité, créativité, non-conformisme. En gros, c'est l'intérêt pour les idées, la curiosité intellectuelle, la sensibilité artistique, l'imagination et la tendance à accepter des idées ou des comportements inhabituels. Bref, la capacité à regarder une idée étrange bien en face sans immédiatement aller appeler la police. Et puis, on a la facette bonus. On vient de voir les 6 domaines et leurs 4 facettes, pour un total de 24 donc. Voyons maintenant cette fameuse 25e facette, la rogue du modèle Exaco, qui n'appartient à aucun domaine en particulier, j'ai nommé altruisme versus antagonisme. Son score est calculé depuis des réponses qui lui sont propres, mais la facette se balade entre 3 domaines. Honnêteté, humilité, le dernier du lot donc, émotivité et agréabilité. Elle mesure plutôt la tendance à ressentir de la sympathie pour les autres et à vouloir les aider, par opposition à une attitude dure ou antagoniste. Détail intéressant parce que il rappelle quelque chose qu'on oublie facilement lorsqu'on regarde un graphique avec 6 jolies barres en couleur, c'est que la personnalité humaine n'est pas réellement composée de 6 tiroirs indépendants dans lesquels on peut piocher. Les dimensions sont des modèles statistiques, pas des objets qu'on pourrait mettre dans son cerveau ou dans son cabas à course. Voilà votre extraversion. Oh, dites donc, elle est un petit peu petite. Faites voir l'agréabilité, là, elle a l'air pas mal. Non, certaines dimensions sont liées entre elles, et c'est ce que montre cette nouvelle facette transversale. Armé de tout ce bagage sur Exaco, je vous propose maintenant le combat que vous attendez tous. Exaco versus Big Five. Alors, à votre avis, qui gagne? Big Five ou Exaco? Mauvaise question à mon avis. Les deux modèles viennent largement de la même tradition lexicale et décrivent une bonne partie du même territoire psychologique en fait. 3 dimensions sont particulièrement proches. Extraversion, conscienciosité et ouverture. Les différences deviennent beaucoup plus importantes autour des 3 autres dimensions, honnêteté, humilité, la grande nouvelle du lot, émotivité et agréabilité, qui voient certaines de leurs facettes se modifier dans leur répartition. Une partie de ce que le Big Five répartit notamment entre agréabilité et neuroticisme se retrouve réorganisée dans Exaco avec la sentimentalité et certains aspects de l'attachement qui vont rejoindre plutôt l'agréabilité. Et au contraire, on l'a vu, la couleur va basculer davantage vers l'agréabilité au lieu de se retrouver dans l'émotivité. Et bien sûr, nous avons la nouvelle dimension relativement distincte qui apparaît, honnêteté et humilité, et qui permet à Exaco de mieux distinguer 2 choses qui peuvent sembler proches, être agréable avec quelqu'un et ne pas profiter de quelqu'un. Parce que on peut parfaitement être charmant et profondément malhonnête. Tiens, il y a eu un courant d'air là, j'ai l'impression que les commerciaux ont quitté la vidéo. La distinction, cependant, est-elle nécessaire? Les quelques ajustements entre émotivité et agréabilité changent-ils vraiment la donne? Je vous propose d'essayer d'y répondre à travers un cas pratique et on va donc comparer mes 2 profils. Honnêteté, humilité, 98e percentile, il n'y a pas d'équivalent côté Big Five. Émotivité, premier percentile, on avait neuroticisme à 45. Extraversion, premier percentile, même chose côté Big Five.
Agréabilité, 81e percentile, on avait 60. Conscienciosité, 97e percentile, on avait 92. Ouverture, 98e percentile, on avait 99. Et enfin, altruisme, la facette interstitielle, à 73e percentile, et il n'y a pas d'équivalent dans le Big Five. Alors, comment je vais m'en tirer là? Non, parce que au moins dans le Big Five, j'avais 2 indicateurs sur 5 dans la moyenne. Je pouvais pipoter le truc et paraître à peu près normal. Mais là, 6 indicateurs, 7 si on compte la facette transverse, pas un seul, pas un dans la moyenne. Et 5, pas 2, pas 3, 5 dans les extrêmes absolus. Alors disons juste qu'il se passe des choses. Okay, apparemment, il y en a, ils sont dans les sports extrêmes, et puis les autres, ils sont dans le mental extrême, apparemment. Bon. En tout cas, au-delà de l'atypisme du profil, on note que les 3 indicateurs en commun n'ont, pour ainsi dire, pas bougé en fait. L'ouverture passe de 99 à 98, l'extraversion ne bouge pas, reste à 1, et la conscienciosité passe de 92 à 97. Souvenez-vous que le Big Five, comme Exaco, sont dépendants de la population de référence du test. Donc, outre les erreurs statistiques minimes pouvant venir de mes réponses aux 2 questionnaires, la différence de population suffit à expliquer ces petits écarts. S'attend donc, en tout cas dans notre cas et à notre petite échelle, à être cohérent de ce qu'on attend des 2 modèles sur les 3 domaines les plus proches. Pour les 2 autres, on a le neuroticisme, émotivité côté Exaco, qui s'effondre de 45 à 1. Et on a l'agréabilité qui grimpe de 60 à 81. Et c'est là qu'il faut connaître le cadre de ce qu'on mesure. On en parlait au début, Exaco a réagencé quelques facettes. Et ça passe peut-être inaperçu dans la moyenne, mais ça semble polarisé quand on a en face des profils un petit peu extrêmes. Le neuroticisme, dans le Big Five, mesure anxiété, dépression et volatilité émotionnelle, globalement la colère. L'émotivité, dans le modèle Exaco, mesure la peur, l'anxiété, la dépendance et la sentimentalité. Si les modèles sont corrects, et les 3 autres indicateurs semblent le prouver, pour passer de 45 à 1 dans ce domaine, ça veut dire que tout ce qui est dans le Big Five vaut 0 dans Exaco. Eh bien, je vous confirme que j'ai 0 anxiété. La seule facette qui soit dans les 2 domaines. Et la volatilité émotionnelle, elle est passée en agréabilité côté Exaco. Donc, elle n'est plus du tout dans l'émotivité. Quant à la dépression, elle n'a aucun équivalent chez Exaco. Donc, nos modèles s'en sortent plutôt pas mal, puisque mes 45 de Big Five sont majoritairement dans la facette dépression, qui disparaît dans Exaco, et dans la facette volatilité émotionnelle, qui n'a plus d'impact dans l'émotivité, mais qui va passer dans celui de l'agréabilité. Mais attention, pour garantir le 1 en émotivité, encore faut-il que je score aussi extrêmement bas dans les 3 nouvelles facettes du domaine que sont la peur, la dépendance et la sentimentalité. Et là, ils ont raison. 0 dépendance, c'est même pathologique chez moi, pas du tout peureux, et la sentimentalité d'une huître. Force est de constater que mon 1 en émotivité sur l'échelle Exaco, après revue, est tout à fait cohérent. Maintenant, passons à l'agréabilité. Alors, côté Big Five, on mesure la compassion, le respect,
la confiance. Côté Exaco, on mesure le pardon, la douceur, la flexibilité et la patience. Et là, vous me dites, mais il n'y a rien en commun. Et vous avez raison. On vient en effet de mettre le doigt sur la plus grande différence entre les deux modèles. Agréabilité ne mesure pas la même chose chez Big Five et chez Exaco. À travers ces trois facettes, Big Five mesure un premier pilier qu'on pourrait dire est-ce que je me soucie des autres et est-ce que je les traite correctement? Et un second pilier qui est plutôt comment est-ce que je réagis lorsqu'il y a un conflit avec les autres? Exaco, lui, est beaucoup plus fin puisqu'il mesure le premier pilier du Big Five à travers trois de ses propres dimensions. L'honnêteté-humilité, son sixième domaine, l'émotivité et l'altruisme, la fameuse 25e facette qui n'est rattachée à aucun domaine en particulier. Le second pilier de l'agréabilité du Big Five devient en fait l'agréabilité à part entière pour Exaco. Les deux domaines, agréabilité, ne sont donc pas du tout interchangeables, tellement la mesure des deux n'a rien à voir. Dans mon cas, au 81e percentile sur Exaco, je suis donc le gars qui surfe sur les conflits, ou qui les ignore entièrement. Là, je ne suis pas sûr qu'Exaco fasse vraiment la différence. En tout cas, notre exemple concret permet de mettre en évidence qu'il y a bien une forme de continuité et de validité des modèles, mais qu'en même temps, Exaco apporte un peu plus de finesse dans l'émotivité et l'agréabilité, en ajoutant notamment les notions d'honnêteté et d'altruisme. Alors, qui est le meilleur ? Je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment répondre en des termes aussi assertifs que ça. Le Big Five bénéficie d'une littérature beaucoup plus vaste, d'une diffusion considérablement plus importante. Exaco dispose de son domaine supplémentaire d'honnêteté et d'humilité et de sa facette transversale d'altruisme qui lui permettent de pouvoir apporter un pouvoir explicatif particulièrement intéressant pour certains comportements sociaux. Et au final, une personnalité reste une constellation de traits que toute approche statistique, quelle qu'elle soit, ne peut que réduire. En parlant de personnalité, maintenant que l'on maîtrise mieux le modèle Exaco, que diriez-vous du coup de revoir celle de nos personnages préférés? Alors, on va garder les trois domaines de base identiques, ça sera plus simple, et on va juste réajuster l'agréabilité et l'émotivité. Et puis bien sûr, on va rajouter le domaine de l'honnêteté, et on va même s'amuser à rajouter la facette de l'altruisme. Commençons par Sherlock Holmes. En termes d'agréabilité, version Exaco, le score de Sherlock va plutôt monter. En effet, les côtés chaleur, compassion et tact qu'il faisait chuter dans le Big Five ne se retrouvent plus dans l'agréabilité de Exaco. Et s'il va rester bas en douceur et en flexibilité, il va gagner énormément en patience et en calme. On arrive à 1,40. Pour l'émotivité, c'est l'inverse. Sherlock va plutôt baisser, car là où on mesurait plutôt la résistance aux émotions négatives dans le Big Five, viennent s'ajouter dans Exaco la dépendance, et Sherlock est extrêmement autonome, et la sentimentalité, et là, par Watson, Sherlock n'est pas du tout porté sur la sentimentalité, ce qui lui vaut un petit 15. Quant au nouveau domaine, honnêteté, humilité, là, Sherlock est un cas d'école. Parce qu'en évitement de la cupidité, il va être très élevé. L'argent, le luxe, le statut social l'intéressent remarquablement peu. Ce qui compte pour lui, c'est le problème à résoudre. En équité, il va être plutôt élevé. Il possède un véritable code moral, même s'il peut décider que sa propre conception de la justice est supérieure à la loi, ça reste un code. Côté sincérité, là, ça va être plutôt moyen, et c'est important, parce que Holmes ment. Il dissimule, il manipule, il se déguise, et il instrumentalise énormément les perceptions des autres, quasiment constamment. Alors généralement, c'est au service d'une enquête, on est d'accord. Mais là, le questionnaire, lui, il mesure le comportement, pas la bande-son héroïque qui accompagne le geste.
Et puis, on va finir par le boulet, la modestie. Alors là, ça va carrément être faible. Holmes sait qu'il est exceptionnel, il est imbu de sa personne et de ses capacités, et je pense qu'il serait assez étonné d'apprendre que nous pourrions envisager une autre hypothèse. Le mélange, pour moi, va donner quelque chose autour de 60. Et pour compléter le tableau, n'oublions pas la facette de l'altruisme. Hein. Là aussi, c'est intéressant dans le cas de Sherlock parce que il est souvent froid, distant, peu empathique. Mais être chaleureux et altruiste, c'est pas la même chose. Et Sherlock, il passe quand même le plus clair de son temps à aider les gens. Alors oui, sauf que, est-ce que aider les gens ne serait pas un effet collatéral à résoudre une énigme ? On le voit souvent hein, dans les livres, lorsque l'affaire est intellectuellement ennuyeuse, c'est son enthousiasme philanthropique hein, qui va mystérieusement disparaître. Je le placerai donc légèrement au-dessus de la moyenne, environ autour de 55, plutôt que très haut. Ce qui nous donne un profil pour Sherlock Holmes de H60, E15, X55, A40, C75, O90, avec un altruisme de 55. Passons à Spock. Côté agréabilité, il va monter, hein, parce que dans le Big Five, les aspects relationnels et émotionnels le tiraient vraiment vers le bas. Dans Hexaco, la patience va le faire grimper en flèche, ça c'est sûr. La flexibilité va lui coûter un peu cher. Par contre, le pardon et la douceur vont être plutôt élevés. En effet, on oublie souvent, mais Spock peut être brutalement factuel, mais c'est jamais dans l'intention d'humilier. Hein. Il monte donc à 70. Pour l'émotivité, alors là c'est le piège absolu, non, Spock n'est pas égal à 0. Okay. La peur et la dépendance et l'anxiété vont certes être littéralement au plus bas, mais la sentimentalité, et c'est là l'un des paradoxes de ce demi-vulcain, c'est qu'il n'est que demi-vulcain. Et son côté humain le porte à une très forte sentimentalité, sélective, on est d'accord, mais l'une des dimensions essentielles de ce personnage, c'est quand même son profond attachement affectif envers notamment Kirk et McCoy, en particulier, et ensuite à sa famille et à son équipage. Pour cette raison, je mets un solide 20 à Spock. Bon. Quant à la dimension honnêteté-humilité, là, un Spock va exploser le compteur. Le gars ne peut culturellement pas mentir. Okay, son équité est basée sur la raison plutôt que le gain, les possessions n'ont aucun attrait pour lui, et contrairement à Sherlock, il sait rester modeste. Il mérite un bon 90. Alors, pas 99, parce que la modestie, parfois, surtout avec McCoy dans les parages, laisse ressurgir son côté humain, on va dire ça comme ça. Et enfin, la facette altruisme, où là encore, Spock démontre que la compassion démonstrative est différente d'un comportement altruiste. Il peut paraître froid, il peut sembler privilégier constamment la logique, il peut même expliquer clairement pourquoi vos réactions émotionnelles sont irrationnelles, mais lorsqu'il faut agir, Spock est capable de prendre des risques considérables pour les autres. Il y a une formulation qui résume pratiquement à elle seule son rapport à l'altruisme. The needs of the many outweigh the needs of the few. Les besoins du plus grand nombre l'emportent sur les besoins de quelques-uns. Cependant, c'est vrai que son altruisme passe souvent par une éthique rationnelle du collectif, plutôt que sur une impulsion compassionnelle immédiate. Et en cela, je pense qu'on devrait lui donner uniquement un 85. Ce qui nous donne un profil final pour Sherlock de H90, E20, X55, A70, C99, O99 pour un altruisme de 85. On finit par Lara Croft. Alors, pour elle, pas vraiment de changement sur l'agréabilité parce que les facettes qui disparaissent sont remplacées par d'autres dans Hexaco où elle performe toujours aussi moyennement. Alors, il y a bien la patience, très élevée chez elle. Il en faut une certaine quantité quand tu vas passer 3 heures dans un tombeau à comprendre pourquoi 3 leviers, 4 miroirs et une statue de chèvre refusent d'ouvrir une porte.
En revanche, flexibilité et douceur, ça va être plus que moyen, hein. Lara, elle négocie volontiers, voilà, jusqu'à ce qu'elle ait décidé qu'elle avait raison, quoi, hein. Quant à son rapport au pardon, comment dire, disons que elle peut couper les têtes juste parce qu'on lui a piqué un médaillon, donc non, c'est pas sa spécialité. On est bien dans la moyenne avec un 50, hein, je pense, pour pas se mouiller, et surtout pour pas la fâcher. Sur le plan de l'émotivité, pareil, pas grand changement pour Lara, et c'est peut-être un signe d'ailleurs que les profils qui sont plus groupés dans la moyenne souffrent moins du passage Big Five vers Hexaco, peut-être. La peur est extrêmement basse, hein, chez elle, c'est pratiquement dans sa fiche de poste, hein. Tombeau inconnu, entrons, bruit inquiétant, continuons. Une créature mythologique que personne n'a vue depuis 4000 ans, ça commence à être intéressant. Son anxiété, c'est un peu pareil, elle fonctionne remarquablement bien sous pression, sa dépendance est nulle, hein, l'autonomie constitue l'un des traits fondamentaux du personnage, mais sa sentimentalité est plus élevée que les 3 autres premières facettes ne pourraient le laisser penser. Lara possède des attachements profonds pour son père et pour d'autres personnages récurrents, et dans toutes les incarnations modernes, on insiste beaucoup sur ses relations et ses pertes. On va lui mettre 20. Pour le domaine honnêteté-humilité, on va pas se mentir, Lara n'a pas le syndrome du chevalier blanc. Okay, on va plutôt la retrouver dans la moyenne, je pense. Côté sincérité, là ça va être plutôt élevé, hein. Lara n'est pas fondamentalement manipulatrice, en tout cas pas dans ses relations ordinaires. Côté équité, on va être plutôt bas à moyen, hein. Elle possède un sens moral, c'est pas le problème, mais son respect des règles dépend quand même assez fortement de la compatibilité des dites règles avec ce qu'elle a décidé de faire, quoi, hein. Et puis faut pas oublier non plus qu'elle récupère des objets archéologiques dans des sites étrangers, certes pour les soustraire des griffes de vilains mal intentionnés, mais c'est quand même pas très politiquement correct. Côté évitement de la cupidité, elle va être plutôt élevée. Lara est déjà riche, et franchement, ajouter de la valeur à son patrimoine n'est pas du tout sa motivation principale. Elle, ce qu'elle recherche, c'est la découverte, le défi, la connaissance, l'aventure. Par contre, côté modestie, là on va être plutôt bas, hein. Lara connaît parfaitement ses capacités et ne présente pas exactement le profil de quelqu'un rongé par le syndrome de l'imposteur. Si on assemble tout ça, on arrive autour de 55. Et enfin, il nous reste la facette altruisme. Lara est capable de prendre des risques considérables pour sauver ou protéger des personnes, mais ce n'est pas nécessairement son moteur initial. Elle est d'abord poussée par la curiosité, la découverte, le défi, la compréhension, et puis s'il y a une couille, une menace, ok, là, elle peut mettre ses compétences au service des autres. C'est donc un altruisme réel, hein, elle a sauvé des vies, mais moins constitutif, par exemple, que l'identité de Spock. Alors, à mon avis, on arriverait à 65. Et ça nous donne un profil final Hexaco pour Lara Croft qui serait H55, E20, X40, A50, C85, O85 pour un altruisme de 65. Alors, à part que Hexaco vient de découvrir que sauver le monde et piller son patrimoine archéologique peuvent parfaitement cohabiter dans la même personnalité, nos 3 personnages permettent tout de même de voir les subtilités des différences entre Big Five et Hexaco. On comprend qu'on peut être altruiste sans être profondément honnête, qu'on peut être introverti mais sauver le monde, donc arrêter de dire que les introvertis n'aiment pas les gens, okay. Ou encore qu'on peut être agréable mais sans pour autant tomber dans l'émotivité. Voilà qui conclut notre petite incartade du côté de Hexaco. Alors ce dernier ne révolutionne donc pas vraiment notre manière de décrire la personnalité, hein. Il reprend une grande partie du paysage déjà cartographié par le Big Five, mais il change un peu l'échelle de la carte et il redistribue certaines frontières. Et surtout, il ajoute une dimension, hein, que le Big Five capture beaucoup moins directement, c'est notre rapport à l'exploitation des autres, au statut, aux privilèges et à notre propre importance.
Et cette sixième dimension pose une question assez fascinante, parce que jusqu'ici, quand nous décrivions quelqu'un comme extraverti, consciencieux, ouvert ou agréable, nous décrivions surtout comment cette personne fonctionne. Et avec la dimension honnêteté-humilité, nous commençons aussi à nous demander au bénéfice de qui. Et ça risque de rendre nos petits profils de personnalité bien plus intéressants et peut-être aussi beaucoup plus humains. Ceci dit, je vous dois quand même quelques liens avant de nous quitter. Alors attention parce que le test grand public fait quand même une centaine de questions, celui de la recherche 200, mais il n'est pas dispo, et il existe une version abrégée à 60 questions, donc prévoyez un petit peu de temps. Le premier lien, c'est exaco.org, ça n'est autre que l'original. Il est toujours maintenu et supervisé par Kim Lee et Michael Ashton, les deux psychologues canadiens qui sont à l'origine de Exaco. Vous pouvez le passer en français, par contre les résultats des 100 questions, eux, seront en anglais. Il est gratuit, il analyse les 6 domaines et les 25 facettes. Il y a un score sur 8 avec une indication du 10e et du 90e percentile de la population générale pour vous situer dessus. Le second test sera sur Psychomédia. Psychomédia, c'est une revue québécoise. Le test est le test grand public des 100 questions. Il est bien entendu en français. La présentation est un petit peu plus ludique. Il se fait sur une échelle de 5, toujours en comparaison avec la population générale. On va retrouver là aussi les 10e et les 90e de percentile de la population générale, mais aussi la moyenne. Il suffit d'explorer un petit peu les graphiques pour tomber dessus. Le dernier site, c'est Psykit. Psykit, il vous propose la version abrégée à 60 questions, mais uniquement en anglais. Et les résultats seront aussi en anglais. Les résultats sont un petit peu bruts sur une échelle de 50. Il n'y a pas de comparaison avec la population générale, pas de percentile, pas de moyenne. C'est loin d'être mon préféré, mais si vous êtes pressé, c'est le plus court. Perso, je reste puriste avec le premier, et ça aide la science en plus. Si vous aimez les couleurs et les carrousels, vive le Québec libre avec Psychomédia. Je vous laisse avec cette nouvelle grille de lecture de vous-même, et dans le prochain épisode, nous quitterons les berges de la science pure et dure pour pénétrer dans le rivage envoûtant de l'énéagramme. Ciao. Qu'est-ce que tu fais? Je mets à jour mon site web pour les migrants, là. Les migrants? Bah ouais. Bah tu sais, pour les aider dans leur démarche d'immigration vers l'Europe, là. Je donne des trucs et astuces, je centralise des formulaires. Là, je suis en train de faire une liste de liens vers des associations qui peuvent les aider à leur arrivée, tu vois, ce genre de truc. Ah ouais, sympa en effet. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile pour eux, ils parlent pas la langue, ils quittent tout pour l'inconnu, c'est pas simple. C'est très altruiste de ta part, en tout cas, de les aider. Les aider? Non, pas du tout, non. Non, c'est un leurre, en fait. Là, je leur file des coordonnées à la frontière. Là, j'ai un groupe de mercenaires qui récupèrent toutes leurs affaires et leurs fric. On revend les plus robustes au marché aux esclaves du coin. On rebalance les dans le désert et on goûte pompe au cul. Ah, quand même. J'ai un peu l'impression d'être dans une autre dimension, là. Ah bah, tu m'étonnes, ouais. La dimension de l'oseille, mon homme. T'as une idée du fric que je me fais avec cette petite opération? Eh, vive le capitalisme, hein. Puis, c'est pas comme si j'allais le déclarer aux impôts. J'aurais trop peur qu'ils me retirent mon RSA. Non, mais c'est ça. Je suis tombé dans la 6e dimension. Ou dans la 5e République.